C'est là que j'ai découvert le public messin. Exceptionnel, c'est une ville de foot. C'est un club de D1, de Ligue 1, de foot, vrai. On se rappelle tous de la première grosse saison où on a failli être champion, où on perd le titre au goal-average. Du jeu, du spectaculaire, mais de l'efficace. Et on savait qu'on allait marquer de partout, où on allait jouer. Il y a un carton jaune que je n'avais pas reçu, mais qui m'a été attribué. Ah, en plus. J'ai dit, président, ne faites pas ça. J'ai dit, il faut pas faire ça. Ne l'écoutez pas. Il va vous embrigader, ne faites pas ça. C'est pas mon petit salaire de 600 francs. 600 francs pour commencer ma carrière en tant qu'aspirant qui allait mais j'étais pas là pour ça. Et là je me suis dit bon, je suis capable de faire une carrière, je me sens. Donc je suis revenu à l'OM. J'ai aligné aussi peut-être la moitié de saison en match et le doublé. Et puis là mon agent reçoit un message sur son téléphone portable et là il reçoit un appel, un message de Gervais Martel qui sait que je vais discuter avec Lille. Premier match, on joue Lausanne Sport avec des internationaux et tout, des Suédois, tout ça. Et là je fais un match transparent. J'ai été surpris. Et Robert Hérault, donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais peut-être le moment de faire le match, de sortir le match. Et j'ai sorti le match. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Grenadine. Et vous le voyez, il est à côté de moi. Je suis très heureux de l'avoir à mes côtés. Frédéric Mérieux, Fred Mérieux, je peux t'appeler Fred ? Bien sûr. Bien sûr. Comment ça va ? Tout va bien, ça va, tout va bien. Très content de te recevoir. J'ai vu que vous avez été déjà quelques-uns à regarder l'épisode avec Bernard Zanier, sorti il y a quelques jours maintenant, au moment où on enregistre cette émission. Continuez de partager, de faire vivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche dès maintenant et à commenter aussi pour le référencement des vidéos, c'est important. Voilà, Fred Mérieux qui a joué avec Bernard Zanier d'ailleurs. Je dirais que c'est moi qui joue avec lui, ouais. Sinon ça va le vexer. Ouais, sinon ça va le vexer. Si je commence à dire c'est lui qui joue avec moi. Il a le boulard un peu, Bernard. Ah, mais bon, équipe de France, voilà. Il a joué à l'OM, donc j'étais un peu son porteur d'eau, récupérer les ballons, genre, on rangeait les buts, c'était les anciens à l'époque. Ouais, c'est vrai que ça se faisait beaucoup. Ouais, on était jeunes et beaucoup de respect pour Bernard. C'est vrai que t'avais fait ta première à l'OM avec lui, j'ai vu. Mon premier match, ouais. Mon premier match, j'ai joué avec Bernard en titulaire au Stade Vélodrome à l'époque. C'était quelque chose d'impressionnant et on n'avait plus d'attaquant. Même Bernard, c'était l'attaquant du jour avec moi et je crois qu'on avait même joué en 4-4-2, quelque chose comme ça. Et on avait joué contre Nancy, si ma mémoire est bonne. Et on avait perdu 3-2 au Stade Vélodrome. Alors j'en oublie mes obligations. C'est vrai que l'émission s'appelle Grenadine, on n'a pas trinqué, c'est toujours la tradition. Un petit peu. Alors j'ai failli ramener la limonade parce que je suis plutôt Diabolo Grenadine, mais moi la Grenadine à l'eau ça va aller. Ouais, la Diabolo ça aurait pu passer, je l'aurais autorisé. La barre aurait autorisé le Diabolo. Alors d'habitude c'est moi qui demande aux invités de raconter leurs souvenirs. Moi on va un petit peu inverser, là, je vais raconter un petit souvenir que j'ai parce que c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir de t'inviter. Moi je pense que c'est mon premier souvenir que j'ai avec le FC Metz, c'est ma maman qui m'avait emmené à l'entraînement. Et je me souviens qu'on t'avait vu après l'entraînement, mon frère avait même discuté avec toi pendant, 20-30 minutes. Ça se faisait beaucoup à l'époque, cette proximité, tu vois. On était abordable. Ouais, c'était plus que maintenant. Alors après, les temps ont changé, voilà, on va pas faire les anciens combattants, mais voilà, c'était mon premier souvenir, je pense, avec le FC Metz, voilà, te voir après l'entraînement. Mon frère, je sais pas s'il se souvient de la conversation, en tout cas, je lui ai reposé la question, je lui ai dit, tu te rappelles ? Il m'a dit qu'il se rappelait. Et donc voilà, je voulais te demander, toi, c'est quoi ton premier souvenir de foot quand t'étais gamin ? Quand j'étais gamin ? Ouais. Mon premier souvenir de foot, c'est au niveau télévision professionnelle. Ou même, je sais pas, parce le premier match où t'es allé. Moi je jouais au foot dans la rue, devant chez moi, avec mon ballon. Je sortais de l'école, je prenais un ballon, j'allais taper mon ballon et puis je faisais les devoirs après. Donc c'était comme ça à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, de tablettes, de téléphones, de ci, de là. Et c'était pas plus mal, mais bon, comme tu as dit tout à l'heure, les temps changent. Mais sinon, le premier souvenir que j'ai du foot à la télé, c'est la Coupe du Monde 78 en Argentine. Et voilà, j'avais le t-shirt Argentina 78 et j'avais 10 ans. Mais c'était le football pour moi, c'était pas plus important que ça. Je veux dire, voilà, ça me plaisait, je m'amusais au foot, je jouais au foot, même souvent tout seul ou avec des potes. Mais voilà, pour moi, ça résumait le football de l'époque. C'était qui ton modèle à l'époque quand tu étais jeune ? Qui est-ce que tu regardais ? Quelle équipe ? Quel joueur t'inspirait ? À l'époque, non, moi c'était... il y avait bien sûr des joueurs étrangers, des Kempes et tout ça quand on regardait les Coupes du Monde, mais Michel Platini, c'était quelque chose. Ça a été un joueur d'exception. Je pense que c'est quelqu'un qui a révolutionné le football par son jeu. Et puis, vous savez, quand on regardait à l'époque le dimanche, je ne sais plus si c'était pas Stade 2 à l'époque, mais je ne me rappelle plus le nom de l'émission, ou même Téléfoot,
On attendait le dimanche pour voir, parce que les matchs italiens n'étaient pas diffusés, il était quand même à la Juventus. Et on attendait que le présentateur dise but de Platini ou passe décisive de Platini, un bon caviar de 40 mètres là, qui tombe dans les pieds de Boniek à l'époque. Voilà, c'est les souvenirs que j'ai, mais bon, vous savez, quand un attaquant part, moi j'aimais bien aussi lui dire vas-y, cours, sois pas hors jeu, et puis le ballon on va essayer de le faire tomber où il faut, parce que j'étais à l'école Platini, j'ai vu, je me compare pas, hein, mais j'ai beaucoup observé Platini et d'autres par la suite quand j'ai commencé ma carrière. Et c'est pour ça que tu as joué au milieu de terrain ou tu as joué à d'autres postes quand tu étais petit? Non, quand j'étais petit, je jouais dans un petit club à Toulon, le Racing Football Club de Toulon, dont je m'occupe actuellement. Donc tu es le président, hein, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, c'était un club qui jouait, c'était un peu avant-gardiste, c'est un club qui jouait en 4-2-4. Et pendant des années, c'était du 4-2-4, et je faisais partie des deux dans le milieu, avec Patrice Hérault, que vous avez bien connu aussi, qui a joué au FC Metz à l'époque, qui a joué à l'Olympique de Marseille avec moi. On a fait toute notre formation ensemble, au centre de formation de l'OM. Et puis voilà, on jouait en 4-2-4, donc j'étais dans les deux du milieu. Donc il fallait attaquer, défendre, il fallait être complet. Il fallait avoir du cardio. Voilà, du cardio, être complet techniquement. Et puis ça me convenait très bien, ça donnait beaucoup de responsabilités également. Et puis voilà, on a bien tourné pendant des années. Et donc c'est ce qui m'a permis de jouer au milieu, d'être aussi attaquant, de se projeter, de tirer les coups de pied arrêtés. Voilà, tout ça, ça faisait partie de la panoplie du jeune joueur. Après, on a même eu Franck Leboeuf qui nous a rejoint dans notre équipe au Racing Football Club de Toulon. Et puis voilà, donc c'était mes débuts au Racing à Toulon. Et si tu n'avais pas fait du foot, est-ce que tu avais un autre rêve, un autre objectif dans la vie? En grandissant, j'avais de plus en plus, les ans passés, j'avais mon idée, et c'est vrai qu'à un moment donné, je pensais un petit peu au football. Mais j'avais d'autres ambitions, mais voilà, c'est venu doucement, puis un jour, il s'est avéré que l'entraîneur que j'avais au Racing Football Club de Toulon nous dit avant un match, il me dit voilà, il y a un recruteur de l'Olympique de Marseille, Gérard Gilly à l'époque, qui vient voir Patrice Hérault. J'ai dit on écoute, donc on est tout honoré que l'OM se déplace pour voir Patrice Hérault. Et puis notre entraîneur de l'époque, c'était le papa de Patrice Hérault. Et puis donc on part pour commencer l'échauffement du match, et il vient me voir et il me dit écoute Fred, il vient voir Patrice, mais montre-leur de quoi tu es capable. Et ce jour-là, je crois que ça a été un déclic en fait. Et Robert Hérault, donc quand il m'a dit ça, je me suis dit mais peut-être le moment de faire le match, de sortir le match. Et j'ai sorti le match. Et du coup, Gérard Gilly a dit bon, mais Patrice Hérault, intéressant, mais le petit là, je crois que j'étais 8 à l'époque, où Patrice était 10, j'étais 8, enfin, un truc comme ça. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 14 ans. 14 ans, oui. 14 ans. Et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça, donc ils nous ont vu jouer une fois. Gérard Gilly a souhaité que je vienne une deuxième fois avec Patrice pour qu'il nous voit donc sur Marseille. On s'est déplacé, on y est allé, et puis on a fait un deuxième essai, et là j'étais très convaincant. Et un troisième, un quatrième essai, et puis voilà, puis après on a signé aspirant à l'Olympique de Marseille tous les deux. Et puis voilà, on a commencé notre carrière comme ça, et on a joué ensemble jusqu'au début senior. Après lui est parti, je crois qu'il est parti à Nantes, et puis et moi je suis parti prêter à Bordeaux. Et voilà, mais on a joué de tout petit, pupille à l'époque. Oui, à l'époque. De pupille jusque cadet au Racing, et après junior jusqu'à le début fin des années stagiaires à l'Olympique de Marseille. C'était ton club de cœur, l'OM, toi qui venais un peu de la région? En fait, à l'époque, c'était pas trop médiatisé comme maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas pour avoir des échos de l'OM, il fallait regarder les infos régionales ou bien avoir le journal le Provençal, la Marseillaise, parce que c'est le Bouches-du-Rhône et le Var. Donc c'est un peu conflictuel, et je dirais qu'il y avait une grosse pression entre le Sporting de Toulon à l'époque et l'Olympique de Marseille. Ça faisait partie des gros derbys, et des derbys assez musclés. Parce que des derbys, j'en ai joué, même des Nancy-Metz, des Metz-Nancy, mais le Sporting, des Lens-Lille également. Mais le Sporting Toulon, Olympique de Marseille ou vice-versa, c'était très très chaud. C'était vraiment limite. Et j'entendais parler de l'Olympique de Marseille, bien sûr, parce que c'était un très grand club. Mais je m'en suis rendu compte quand je suis allé faire les essais. Il y a même un jour, je crois qu'on fait un essai avec Patrice.
et on nous parachute en stade Vélodrome, en levée de rideau d'un match de championnat, pour faire une détection. Ah oui. Et c'est là qu'on a cassé la baraque, on a été très bon. Et je pense que c'est ce jour-là où ils ont pris la décision de nous faire signer. Parce que de débarquer au stade Vélodrome à 14 ans et demi, 15 ans, c'était quelque chose, surtout que quand on sait qu'on joue notre avenir entre guillemets, parce que c'était pas comme maintenant, on n'avait pas des parents, papa d'Mbappé, maman d'Mbappé, qui croyaient en leur gamin en misant tout dessus. Voilà, c'était une opportunité. Ça se fait pas. Et ça se fait pas, on continuera à l'école. Ça se passait comme ça à l'époque. Et puis voilà comment ça s'est passé pour mes débuts. À l'âge de 17-18 ans, j'ai vu que tu avais joué en équipe de France. Alors ça s'appelait équipe de France junior A2. C'était l'équivalent des 18. J'ai vu ça sur les juniors. C'était les juniors, ouais. J'ai commencé parce que j'ai joué très tôt en pro, donc j'ai eu la chance de jouer. Alors, quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, en fait, à l'époque, il y avait la 3e division. Oui. La 3e division, il y avait la 2e division et la 1re division. Donc, quand on joue en 3e division, c'est l'équivalent maintenant de national. Le niveau était. Et moi, j'ai eu la chance de jouer très tôt, donc après cadet, donc d'arriver à l'OM et de jouer avec la fameuse équipe des Minots, qui est monté de 2e division en 1re division, qui montait avec Anigo, Hervé, non, j'allais dire des bêtises, Michel Floss, François Bracci, Marc Lévy, une équipe d'anciens de Minots, l'équipe de Minots de l'OM, qui montait. Et ces joueurs-là, comme il y a eu un recrutement de fait pour jouer le maintien en 1re division l'année d'après, j'ai joué avec ces gars-là en 3e division. Donc il y avait une équipe, et j'étais un des seuls jeunes à pouvoir avoir intégré J'ai jamais joué en junior, match de junior, j'ai jamais joué en championnat. Juste en Gambardella, j'ai dû faire 1 ou 2 matchs. Et j'ai été intégré tout de suite avec la 3e division. Et donc par la suite, j'ai été sélectionné en équipe de France junior. Et si ma mémoire est bonne, je crois qu'en équipe de France junior, il y avait des joueurs comme Didier Deschamps, Marcel Desailly, c'était ma génération. Voilà, junior, espoir, on s'est un peu suivi, mais après ça s'est arrêté là. Jamais eu de A. Après à l'OM, c'était dur pour revenir à l'OM de s'imposer. Il y avait quand même des sacrés noms. Il y avait Jean-Pierre Papin, je crois, à l'époque aussi. Il y avait une grosse équipe. C'était dur quand on est un jeune joueur de s'imposer. En plus, je sais qu'au bout de quelques saisons, tu as aussi le service militaire, ce qui fait que tu pars en prêt à Le Havre, hein, c'est ça ? C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes 2 ans aspirants, ensuite mes 3 ans stagiaires, et on pouvait signer pro à partir du moment où on était 15 matchs sur la feuille de match. J'ai toujours fait les 15 matchs sur la feuille de match, mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas obligés de faire signer les joueurs à l'époque, donc j'ai fait mes 3 années stagiaires avant de devoir signer pro. Mais entre-temps, c'est vrai que j'avais eu la possibilité, donc j'ai un peu évolué à l'OM en 1re division. Ensuite, j'ai fait beaucoup plus de matchs, mais c'était pas suffisant pour moi, donc un jour, Michel Hidalgo vient me voir, me dit « Écoute, Fred, est-ce que ça t'intéresserait que l'on te prête pour que tu puisses aligner les matchs et jouer en 1re division ?» Et c'est de là que j'ai dit, comme je suis à l'armée au bataillon de Joinville, je faisais les allers-retours entre Marseille et Joinville, via Orly. Donc du coup, j'ai dit ok, pas de problème, et j'ai signé 6 mois au Havre, où j'ai aligné mes 25 matchs d'affilée de 2e partie de saison. Et là, je me suis dit, je suis capable de faire une carrière, je me sens. Donc je suis revenu à l'OM. L'OM m'a conservé parce que je voulais être prêté une 2e fois. Et ils m'ont conservé. Là, j'ai aligné aussi peut-être la moitié de saison en match et le doublé, le fameux doublé en 89. Et champion de France devant le Paris Saint-Germain à 2 journées de la fin. Et puis quelques jours après, la finale au Parc des Princes contre l'AS Monaco, 4-3, avec 3 buts de Jean-Pierre Papin, un de Klaus Allofs, 2 de Marcel Dib en face et Manu Amoros. Une très très belle finale. Et là, j'étais très très jeune, j'avais à peine 20 ans. Et j'avais joué titulaire. Donc il était prévu que... Alors comme c'était Gérard Gilly l'entraîneur, Gérard Gilly avait prévu de nous faire jouer moi la première mi-temps et Patrice Hérault la 2e mi-temps. Okay. Voilà, donc c'est pour ça que je sors à la mi-temps, on mène je crois 2-1 la mi-temps, et Patrice rentre en 2e mi-temps. Voilà, c'était c'était notre course à l'OM et notre progression qui se concrétisait par ce doublé à l'Olympique de Marseille. Et après, il n'y avait que des stars. Après, il y avait beaucoup de stars qui arrivaient. Donc j'ai eu la chance de connaître des Chris Waddle, Mehdi Pelé, Stojkovic, Carlos Moser, Karl-Heinz Forster avec qui on a joué avant, Alain Giresse. Et t'as croisé Bernard Tapie aussi sur la fin. J'ai croisé Bernard Tapie. En fait, quand je suis arrivé à l'OM, il est arrivé lui peut-être 1 an et demi après que je sois arrivé.
avec Gérard Banide et Michel Hidalgo. Et là, j'ai pris un plaisir énorme à m'entraîner avec un entraîneur comme Gérard Banide. Vous arriviez à l'entraînement, vous ne saviez pas ce que vous alliez faire. Mais tous les jours de l'année, il n'y a pas eu un entraînement identique. Pas un entraînement identique. Et c'était incroyable. À l'époque, il avait des petits rouleaux avec la ficelle et son marteau avec ses crochets. Et il délimitait des terrains avec plusieurs buts. Et on passait d'un but à l'autre, d'un thème à l'autre. C'était exceptionnel. Vraiment. Et Bernard Tapie, il était comment quel souvenir se garde Bernard Tapie, c'est dans l'excès. C'est quelqu'un de très bien, mais qui peut avoir envie d'arriver à ses fins, de surmotiver les joueurs, même comme je vous dis dans l'excès. Mais quand il vous pousse, c'est quelque chose. C'est-à-dire, vous êtes obligé de vous surpasser, ou sinon c'est que si vous n'avez pas la qualité ou le mental, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont réussi. Il y en a d'autres qui ont moins réussi parce que le mental ne suivait pas, c'était plus compliqué. Mais sinon, moi j'ai adoré rencontrer cette personne et de faire un bout de chemin avec. Et c'est là que tu pars en prêt à Bordeaux, dans le cadre d'un échange avec un joueur qu'on connaît bien en France quand même, et en Angleterre aussi d'ailleurs. Oui, alors là, je demande à être prêté. Mais il y a les Girondins de Bordeaux qui s'intéressent, et dont Raymond Goltals à l'époque qui était aux Girondins. Et donc on m'échange. Alors on me met dans le package avec Klaus Allofs, qui part à Bordeaux avec moi. Et le deal, c'est que Eric Cantona vienne à l'OM. Voilà, donc ça se fait. Et donc je fais la saison à Bordeaux. Alors ça n'a pas été ma plus grande saison parce que j'ai fait qu'une dizaine de matchs. Mais ça a été les débuts de Vicente Lizarazu. Sa première saison de Christophe Dugarry. Voilà, c'était un groupe exceptionnel parce que le problème de Bordeaux, c'est qu'ils avaient il y avait un effectif énorme. Et rien que pour vous dire, sur le banc, il y avait des Stéphane Paille, Manfred Kaltz, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, qui faisaient les centres pour Roubaix à l'époque avec l'équipe d'Allemagne. Il y avait Bernard Gingini, William Ayache, tous ces joueurs-là étaient remplaçants. Jean-Marc Ferreri, encore il jouait pas. Et chez les titulaires, il y avait une grosse équipe avec Jesper Olsen, Bernard Pardo, Jean-Philippe Durand, Baptiston. Il y avait du lourd. J'ai pas aligné beaucoup de matchs, mais ça m'a permis aussi de me forger un caractère et d'apprendre beaucoup. Et c'est là que tu reviens à la maison C'est là que je reviens à Toulon. de Marseille. À Marseille et après Toulon. Et là, j'ai demandé à partir parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, c'était l'arrivée des stars, des méga stars, des Enzo Francescoli, des Stojkovic. C'est vrai qu'entre Bordeaux et Marseille, tu as eu que des stars, et quand on est un jeune joueur, c'est vraiment difficile de faire son après, j'aurais pu rester, être sur le banc parce que j'étais remplaçant. Je devais être le titulaire des remplaçants. Ouais. Le 12e, quoi. Le 12e. Parce qu'à l'époque, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que 13 joueurs sur la feuille de match. Sur des groupes de 20-25 joueurs. Sur des groupes de 25 joueurs. Donc il y en avait 12-13 qui restaient à la maison. Et j'avais la chance et le travail payé pour être sur le banc. J'ai été très souvent sur le banc. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas mon petit salaire de 600 francs pour commencer ma carrière en tant qu'aspirant qui allait. Mais j'étais pas là pour ça. Mais par contre, il y avait des primes qui rentraient, et les primes, tout de suite, doublaient mon salaire, triplaient mon salaire. Donc les primes de victoire, de feuilles de match. Donc, ça aurait pu me satisfaire, mais me connaissant par rapport à mon caractère et mon ambition par la suite, j'avais envie de jouer. J'avais envie d'être dans un club où j'allais aligner mes saisons pour pouvoir justement prouver et montrer que j'y arrive et que j'ai de la qualité. C'est là où il faut être fort mentalement aussi, parce que c'est aussi une carrière, c'est fait de choix. En plus, quand tu es un jeune joueur et que tu dois faire des choix, il faut faire les bons choix. Et là, tu aurais pu faire le choix de l'argent, et tu as privilégié la carrière au final. J'ai privilégié le jeu, la carrière, et c'est important de bien vivre et d'être à l'aise et de se dire, voilà, je me fixe des ambitions. La concurrence, ça me va. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, mais par contre, après, il faut avoir le culot et l'envie de se projeter, de progresser. Et je pense que c'était mon leitmotiv quand même. Voilà, la concurrence, ça m'a toujours plu. Même s'il y avait, j'ai connu pas mal de joueurs qui étaient des joueurs connus, reconnus, internationaux, avec qui j'étais en concurrence. Et j'ai réussi à faire ma place. Mais après, je veux dire, le respect se gagne sur le terrain. C'est pas le blabla, c'est pas en dehors du terrain.
C'est qu'à partir du moment où sur le terrain on est performant, il y a de la qualité et on est efficace, parce que c'est pas tout de faire du spectacle et de... Moi j'étais pour le spectacle, le spectaculaire, les talonnades, tout ça, mais il fallait quand même allier la talonnade, le spectacle et l'efficacité, parce que sinon on passe pour un rigolo. Et moi ça a toujours été mon truc, de vouloir aligner la qualité et le spectaculaire pour faire plaisir aux gens, mais surtout pour faire avancer les choses. Voilà, pour faire jouer les autres, pour faire... c'était mon truc. Voilà, c'était mon truc. Donc c'est 3 saisons à Toulon. Donc, il y a Roland Courbis qui vient de chercher. C'est Roland Courbis qui me récupère, qui me fait signer au Sporting Toulon. Donc 3 saisons, je dirais compliquées, parce que je suis de Toulon à la base, donc je reviens chez moi. Et là, de jouer devant son public, sa famille et tout, c'était pas évident. D'autant plus qu'en revenant de l'Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux, c'était pas évident. Et puis le Sporting de Toulon, beaucoup de problèmes financiers déjà. Sportif après, bien sûr, parce que le financier, obligatoirement, ça s'enchaîne sur le sportif, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de bons joueurs qui soient passés par Toulon avec Roland Courbis, parce que bon, il a été condamné pour certains faits, mais s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait jamais pu avoir les joueurs qu'il a fait venir. Quand je vois des Antoine Comboiré, des Michel Pineda, des Laurent Blanc, Gérard Bernardet, Franck Passy, voilà, ça a été quand même pas mal de joueurs de qualité. Mais voilà, il y a eu pas mal de problèmes, mais dès le départ en fait, dès les premières semaines, problèmes financiers. Alors on a réussi à maintenir le club 1 année, 2 années, la 3e année, sportivement, le club a été rétrogradé, et puis là je supportais plus déjà de plus être payé, parce qu'on n'était plus payé depuis 6 mois de retard. Mais dès le départ, dès la première année. On a tenu le coup. Ah, c'est une certaine pression quand même. Ouais, beaucoup de pression. Parce qu'on ne savait pas si on allait s'arrêter, le club allait s'arrêter, ou du jour au lendemain, c'était compliqué. Et puis là, j'avais eu avec mon agent, j'ai dit écoute, moi il me faut un club, s'il faut partir, je pars. Et puis voilà, puis on se retrouve donc à partir au LOSC, donc Lille, qui nous propose de venir, donc de monter à Lille pour signer. Et puis là, on atterrit à l'aéroport de Léquin, à côté de Lille, entre Lille et Lens, en fait. Enfin, plus près de Lille que de Lens. Mais... Et puis là, mon agent reçoit un message sur son téléphone portable, et là, il reçoit un message de Gervais Martel, qui sait que je vais discuter avec Lille, et qui aimerait bien me voir. Donc, comme on était très en avance, qu'on avait rendez-vous le soir, mon agent me dit « Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne coûte rien, on peut aller voir et tout. » Je dis « Pourquoi pas, on va aller voir, on va discuter. » Et puis, je suis arrivé à Lens. Alors, Lens, 33 000 habitants, une rue. Je ne connaissais pas moi à l'époque. Et puis voilà, on discute et je regarde l'équipe. J'avais le France Football, je me rappelle à l'époque, je regarde l'équipe de Lens, je me dis pourquoi pas, ça peut le faire. Ils sont entre la 10e et la 15e place au niveau du championnat. Le président, il me dit ça serait bien qu'on essaye d'accrocher l'Europe. Mais voilà, ça restait utopique pour eux, mais c'était une ambition quand même. Et puis finalement, j'ai dit écoutez, moi le challenge il me plaît bien. Donc du coup, il fallait se décider rapidement. Alors je suis arrivé de Toulon, il faisait 35 degrés. Je suis arrivé à Lens, c'était le mois de juin. Il devait faire 10-12 degrés. Donc choc thermique compliqué. Et puis finalement, j'ai dit voilà, il y a un choix à faire. Soit c'est familial, et à ce moment-là, je me dis que c'est important d'être bien, d'être payé tous les mois. Soit je reste dans une galère et finalement j'ai fait le choix. Je me dis le climat, je vais m'y faire, j'espère. Et puis finalement, j'ai signé à Lens, 2 ans. Et ça s'est très bien passé. Dès la première année, un carton en européen. Et puis voilà, on a aligné les saisons en Coupe d'Europe pendant 3 ans, 4 ans. Et j'ai eu des clubs entre-temps. Mais des clubs anglais en plus. Alors j'avais décidé de rester à Lens parce que le public était quand même exceptionnel. Je sortais de l'Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux où il y avait quand même un public. À l'OM c'était exceptionnel. Et Girondins de Bordeaux qui tournait pas mal aussi puisqu'on avait fini je crois second derrière l'OM. Et du coup j'ai découvert ce public lensois exceptionnel. Et j'ai re-signé donc la première année j'ai signé 2 ans. Ensuite j'ai prolongé de 2 ans. Et entre-temps j'ai eu des clubs anglais. J'ai pas voulu y aller parce que j'ai voulu rester dans cette ambiance et là, on montait en puissance et c'était Coupe d'Europe tous les ans. Pourtant, l'Angleterre, c'est pas mal aussi en niveau ambiance. Oui, mais c'était des clubs... C'était quoi les clubs? West Ham, je crois. Il y avait West Ham, il y avait... je crois qu'il y avait Derby County et à un moment donné, j'en avais un autre. Puis j'avais eu les 2 de Séville aussi.
J'avais Betis Betis et FC. FC Séville. Et non, je voulais rester. Parce que ça se faisait pas trop à l'époque. Pas beaucoup de Français partaient à l'étranger. Il y avait David Ginola, Eric Cantona, il y avait quelques joueurs. Mais je me suis dit, j'ai envie de vivre cette expérience à fond, à Lens. Et puis après, bon, ça s'est terminé un peu en eau de boudin. J'ai eu mon franc-parler avec l'entraîneur qui était à l'époque Slavo Muslin. Et on allait tout droit dans le mur et j'étais capitaine. Et puis j'avais dit un jour, l'entraîneur disait toujours, on n'a pas de chance, mais quand on arrive au mois de décembre et qu'on n'a pas de chance, à un moment donné, c'est plus la chance. Et je l'avais dit gentiment, mais je l'avais dit. Et là, oulala, qu'est-ce que j'ai pas dit? Et du coup, bon, il a souhaité ne plus me conserver et voir avec son ami directeur sportif, Jean-Luc Lamarche à l'époque. Et Gervais Martel était catastrophé parce qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre de son directeur sportif et de son entraîneur. Donc du coup, ils m'ont annoncé ça le 31 décembre. Donc vous pensez bien qu'à l'époque, le 31 décembre, on avait jusqu'à minuit pour trouver un club. C'était en décembre, le mercato alors à l'époque. 31 décembre, ouais. On avait jusqu'à minuit pour trouver un club. Et là, Lille peut-être? Non, surtout pas. Tu te faisais siffler à Lille? Ah ben, ils ont su l'histoire, les supporters. Ouais, ils savaient l'histoire. Puis en plus, c'était le derby. Oui, en plus. C'était chaud. Et j'ai rencontré même avec Jean-Claude Nadon, qui est toujours au FC Metz, qui joue à Lille. Ouais, c'était des vrais derbys aussi. C'était chaud. Mais bon, c'était un choix que j'avais fait. Et puis je le regrette pas. Ouais, il y a plein de joueurs à qui c'est arrivé. Je crois que c'était Cho Young Park de Monaco qui était attendu à Lille et qui avait signé. Voilà. Il l'attendait devant l'hôtel, il avait signé à Arsenal. Donc ça arrive. Après, on était correct. On a dit voilà, on viendra pas à Lille. Et puis je suis resté à Lens. Et voilà, donc ça s'est terminé comme ça à Lens. Donc t'avais Auxerre, je crois, à ce moment-là. Ouais, il y avait Auxerre. Voilà, il y a Auxerre qui s'est présenté. Alors Giroud avait eu un bruit comme quoi j'avais frappé l'entraîneur. Il était toujours à l'affût, Giroud. Il était à l'affût, mais ça faisait un moment. Puis j'ai eu l'occasion de le croiser après en fin de carrière pour des matchs de bienfaisance. Et il m'a dit, mon regret, c'est de pas vous avoir coaché, parce qu'il vous voit, tout le monde. Et moi, je lui avais dit, coach, je sais pas si ça aurait marché, mais parce que bon, quand même. Ouais. Ça aurait matché avec ton caractère, tu penses? Ouais, je pense. Ouais. Après, on s'adapte. Moi, je me suis toujours adapté, que ce soit. Et puis, comme je vous dis, je suis parti de Lens. C'est comme les ch'tis en fait. Vous voyez le film? Beaucoup de gens, je pense, beaucoup de gens ont vu le film Les Ch'tis. Avec la pluie qui tombe. C'est exactement ça. C'est quand je suis arrivé, j'avais les larmes aux yeux parce que je suis venu discuter, c'était une chose. Je suis redescendu chez moi, j'ai pris mes affaires puisque la saison allait débuter rapidement. Et quand je suis remonté, le temps, ça n'avait pas changé quoi. Le brouillard, vous voyez, comme aujourd'hui là, on est dans la région à Metz. Il fait quoi? Il va faire 2-3 degrés. Là-bas, il faisait 10 degrés, mais il y avait la brume. Je me suis dit, oh là là. Et là, j'étais à l'arrière de la voiture et j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, j'ai signé 2 ans. Plus de soleil, plus rien. Plus de soleil, plus rien. Parce qu'à moi, en plus, je suis vrai sudiste et tout. Ouais. J'ai jamais bougé à part aller à Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est quand même sud. Il fait beau. Et là, j'arrive et je vois les terris là, avec les anciennes mines. Je suis purée, catastrophe. Et puis. Fais demi-tour. non, là, il ne pouvait plus revenir en arrière. Et puis, du coup. J'ai pris les entraînements, et puis voilà, les matchs amicaux, c'est parti, et puis voilà. Mais le jour où je suis parti, donc le jour où j'ai quitté le Nord pour partir à Sion, parce que j'ai choisi d'aller à Sion, j'avais les larmes aux yeux aussi. Parce que ça m'a fait mal au cœur de partir, parce que les gens sont super. C'est vrai, les gens ont la main sur le cœur, c'est autre chose que dans le Sud, c'est des mentalités différentes. Chose que j'ai retrouvée à Metz aussi, par la suite. Exceptionnel, j'ai vécu des moments, mais on y viendra après. Mais voilà, de quitter le Nord, ça m'a fait quelque chose. Et puis je suis parti en Suisse. C'était risqué ça quand même, parce que c'est pas un championnat majeur. C'était risqué, c'est ce que m'a dit mon agent, c'est ce que me disait mon entourage, c'est risqué. Tu peux vite te faire oublier, sortir de radar. D'autant plus que ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, Lens, c'est que pour me faire oublier, parce que ça manifestait pour pas que je parte, au niveau des supporters et tout, ils ont pris Philippe Bierkhuis, qui avait flambé à l'époque à Lens, qui était au FC Sion. Donc ils ont pris Philippe Bierkhuis pour faire oublier Fred Mérieux, pour mieux faire passer la pilule. Et du coup, un challenge important. Philippe, je crois qu'il a émis, parce que là-bas c'est par mi-saison, je crois qu'il a mis une dizaine de buts, en plus international et tout. Puis Fred Mérieux qui arrive, qui a mis des buts en Coupe d'Europe et tout, qui a fait ses saisons, mais pas international. Il vient en Suisse. Le président Constantin, qui est un peu le Bernard Tapie suisse, il commence à me dire oui, on joue le titre et tout, alors que Sion était 4e à 3-4 points des Grasshopper Zurich.
Il y avait le Lausanne Sport, il y avait des grosses équipes. Le Grasshopper Zurich, ils tournaient fort à l'époque en Coupe d'Europe. Et FC Bâle peut-être aussi, non? Pas encore. Pas encore. Ils tournaient pas trop fort. Mais c'était les Grasshopper Zurich. Grasshopper Zurich, Lausanne. Servette, Genève. Il y avait Servette. Donc c'était costaud. Et là, on arrive et voilà, je me dis, je signe 6 mois. Parce que je voulais pas signer plus. Eux non plus, le président de Constantin non plus m'a dit, voilà, 6 mois, on voit après. J'ai dit, ouais, moi ça me convient. Pour moi, c'était une remise en question, un tremplin, quoi, pour essayer de... Et là, premier match, on joue Lausanne Sport avec des internationaux et tout, des Suédois, tout ça. Et là, je fais un match transparent. Je me dis, oh là là, j'ai été surpris. En fait, le championnat suisse, c'est quand même un championnat qui se rapproche du championnat d'Allemagne, mais quand même, on le sous-estime, on a tendance à le sous-estimer, alors que c'est pas mal, c'est très bien même. Et là, je passe à travers le premier match, mais un fantôme. Je veux dire, je suis rentré à l'hôtel, j'étais tout seul, en plus, je me dis, j'ai dit, Fred, soit tu te reprends vite, soit ça va pas le faire, là, tu vas tomber aux oubliettes. Et deuxième match, on n'a pas le choix, deuxième match, on reçoit les Grasshopper Zurich, donc ils ont 3-4 points de plus que nous. Et là, bing, je fais un match, et je sors le match, je crois que je marque. Tu mets pas un coup franc Je mets un coup franc, dans les buts, c'est Zuber Müller, qui est gardien international suisse. Et là, c'est parti de là, on gagne 1-0. Et puis, on les rejoue en coupe 15 jours après, je refais un gros match. Et c'est parti, et on finit champion. On arrive on finit champion, on gagne la coupe. Et la coupe en Suisse, c'est pareil, ça a été une ferveur incroyable. Les gens, c'est de la folie. C'est-à-dire dans le Valais, avec les cloches et tout, ça fait rire au début, mais quand on voit le monde qui se déplace, à Berne, je crois qu'on a joué, il devait y avoir 50 000 personnes, parce que c'était encore le stade debout. Mais un stade qui contenait, d'après-guerre, un stade de 70 000, là, où tout le monde pouvait... Mais bon, ils avaient réduit un peu plus, mais c'était dingue. Et il y avait une vraie ferveur. Ouais, vraie ferveur. Et là, l'entraîneur, en plus, c'était Alberto Bigone, qui avait entraîné le Napoli, à l'époque de Maradona. Okay. Et Alberto Bigone, c'était, voilà, il arrêtait pas de me dire, il faut que je te l'envoie, tu vas aller en Italie, nanana. Et puis un jour, sur le bord de l'entraînement, le bord du terrain d'entraînement, je vois un ancien joueur un peu dégarni là. Il est venu ici, il a raconté l'anecdote. Ouais, ici même, il y a quelques jours. Et je dis, mais il m'a matriculé 57. Et de loin, je me dis, mais c'est Bernardini ou je rêve. Et puis je finis l'entraînement, tout ça, je rentre. Mais comme il était loin, j'étais pas sûr. Hein. Après, c'est facile de dire, voilà, on se rappelle et tout, mais... Et puis je rentre au vestiaire et tout, puis en attendant, il vient me chercher, il me dit, écoute, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et là, je me suis dit, c'est ça alors. Je sors et puis je vois Bernard, voilà, qui avait un petit peu plus de cheveux à l'époque quand je jouais avec l'OM. Et Bernard. Autant que toi. Et voilà. Et du coup, il commence à me dire, ouais, qu'est-ce que tu en penses, Vladan Lukic et tout. Je dis, ouais, Vladan Lukic, très bon joueur. En plus, je m'entendais les yeux fermés avec lui. Joueur technique, avant-centre, mais... buteur, mais passeur, un peu le genre de joueur, comme j'ai comparé à Mikko Tadze. Ça me fait penser un peu... Mikko Tadze me fait penser à Lukic. Et malheureusement, il n'est pas resté assez longtemps à Metz, mais Lukic... Mikko Tadze aussi. Ouais, Mikko Tadze aussi. Mais Vladan Lukic, c'était vraiment un très très bon joueur. Et j'ai confirmé donc ce que voulait savoir Bernard, comme quoi il était plein de qualités, très intéressant, mentalité super, voilà. Et puis en discutant, bout en blanc, il me dit tu reviendrais pas en France, toi, Metz? Et j'ai dit, en France, je reviendrai plus. Et c'est là que j'avais eu le Betis Séville qui s'était représenté. Et je me suis dit, voilà, je reviendrai plus en France, parce que j'étais déçu de ce qui s'était passé à Lens, parce que j'avais tout donné. En fait, moi, j'avais encore même si aujourd'hui ça s'est perdu, il y a 20 ans, ça commençait à se perdre aussi, l'esprit club. Je veux dire, moi, j'arrivais dans un club. Quand je suis arrivé à Lens, je me suis bien adapté parce que j'ai fait les efforts qu'il fallait, ce qui est normal. Hein. Et puis la même chose quand je suis arrivé à Metz. Pareil. Et tu es resté sur la durée au final. Ouais, la durée, et puis l'adaptation, c'est hyper important. Alors j'ai vu ce que c'était d'arriver en Suisse, un étranger qui va dans un autre pays. La demande n'est plus la même, parce que quand vous êtes étranger, que vous débarquez, les gens attendent autre chose de vous. Ouais, tu prends la place de quelqu'un entre guillemets. Donc voilà, les gens, mais même si vous arrivez, que vous êtes étranger, c'est que vous avez un petit truc en plus, c'est que vous allez apporter quelque chose. Et voilà, j'ai eu la chance de faire ce qu'il faut à Sion et de gagner le doublé. Et les gens n'avaient plus gagné. D'ailleurs, il n'y a plus de doublé depuis. Et les gens y pensent encore. C'est comme quand je vais à Metz et on me parle encore d'il y a 20 ans. C'est dingue. 25 ans maintenant. 23, 24, 25 ans. C'est quand même incroyable. Les souvenirs qu'on a pu laisser aux gens,
donc en Suisse, et puis par la suite à Metz. Donc voilà, ça se passe. Bernard me dit, donc je rigole, je dis non, laisse tomber. Plus t'as Séville, le soleil et tout. Ouais, t'aurais pu, mais bon, t'as pas fait le choix de la météo là. Ouais, j'y pensais plus après. Après j'avais mon idée, l'Angleterre et tout. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être le moment. Et puis là, je crois que c'est Carlo Molinari qui appelle mon agent et tout. Et puis il commence à me donner l'effectif. Et bon, Danny Beaufin aussi qui risque de venir, Robert Pires qui est à Metz, Bruno Rodriguez, Jocelyn Blanchard. Et puis voilà, il me dit, c'est tous les joueurs que je connaissais, que j'avais fréquenté ou j'avais joué contre. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et puis le pourquoi pas, ça s'est réalisé. Donc j'ai signé 2 ans à Metz. On se rappelle tous de la première grosse saison où on a failli être champion, où on perd le titre au goal average. On finit premier, ex aequo. Parce qu'il y en a qui me disent, vous finissez second. Non, on finit premier ex aequo. À la différence de... C'est rare. Hein. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Alors, bien sûr, quand on est dans cette situation-là, peut-être 2 semaines avant l'échéance du dernier match, on se dit, ça peut arriver, mais on n'y croit pas. Surtout, non, 3 journées de la fin, je crois, on reçoit Lens. Et vous êtes premier, en fait, moi j'ai noté, vous êtes premier à 16 reprises pendant toute la saison. C'est ça. Donc c'est que vous étiez bien parti pour... Jusqu'à ce fameux match de Lens qui vient gagner chez nous, on se dit, on peut être champion, mais bon, au goal average, c'est rare que ça se passe comme ça. Mais à l'époque, je me souviens, j'avais quand même regardé comment ça se passait dans les championnats étrangers. Et il y a des championnats, je crois que c'est en Italie où il y a une finale. Et il y a des championnats où il y a une finale, match d'appui, un truc aller-retour, ou sur un match. Voilà, ça se finit comme ça. Et là, malheureusement, on perd le titre sur 4 buts, je crois, ou 4 ou 5 buts d'écart au goal average. Mais il y a eu plein de moments clés dans cette saison. Il y a la victoire à Lyon déjà, but de Lukic, frappe du pied gauche, 1-0. Je crois que c'est contre Paris, Bruno Rodriguez, la frappe enroulée. La volée de Robert Pires contre Monaco aussi, tu vois, il y a plein de matchs clés où vous aviez fait ce qu'il fallait. Ah oui. Avant ce fameux match contre Lens. Et d'ailleurs, le match là, tu le joues pas. T'es suspendu, ils enlèvent la suspension. Non, mais il y a un arrangement, il faut que tu me racontes ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a un carton jaune que je n'avais pas reçu, mais qui m'a été attribué. Ah, en plus. Ouais, en fait, il m'avait été attribué, mais c'était pas moi qui l'avais eu. Et on s'en est rendu compte. Je me suis dit, bon, en plus, en prenant ce carton-là, je me suis dit, je vais être suspendu le match après dans 15 jours, quoi. Et de ce fait, donc j'en parle au président. Le président dit, ouais, effectivement, on fait appel à la commission, au comité olympique et tout. Et ils se rendent compte par les vidéos que le carton jaune ne m'est pas attribué. Donc qu'est-ce qui se passe ? Gervais Martel appelle Carlo Molinari. Il dit, Carlo, tu comprends, pour l'éthique du football, il ne devrait pas jouer parce que normalement c'est la suspension, bon... Et puis Carlo lui a dit, ok, écoute, il m'appelle, il me dit, Fred, il faut qu'on se voit et tout. Et donc il vient me voir, on se voit au vestiaire. Il me dit, ouais, je dis, président, ne faites pas ça. J'ai dit, il faut pas faire ça, ne l'écoutez pas. Il va vous embrigader, ne faites pas ça. Et puis là, amadoué, puis le président, comme il est, voilà, il a dit, je préfère ne pas te faire jouer et tout. Pour l'éthique, mais t'étais pas suspendu normalement. Non, c'est pas toi qui as pris le carton. Comme ils avaient annoncé la commission que j'étais suspendu et qu'ensuite ils sont revenus parce que pour la vidéo et ça se faisait rarement, et ils se sont rendus compte que je n'allais pas être suspendu. Et du coup, il m'a laissé quand même sur le côté et on perd 2-0. Alors ça aurait peut-être pas changé grand-chose, mais me connaissant, en plus ayant joué à Lens avant. Ah, t'aurais eu les crocs. Mais t'as ressenti quoi à ce moment-là quand t'as su que t'allais pas jouer ? C'est dur, c'est des moments difficiles. Ouais. Des moments difficiles parce qu'on est dans l'équipe depuis le début de saison, on se relève les manches, on fait tout ce qu'il faut, le stade est plein à craquer, et puis je me retrouve dans la tribune assis alors que je ne mérite pas. Mais voilà, c'est comme ça, on ne va pas refaire le passé, revenir en arrière comme ça, c'est dur, mais c'était la réalité. J'ai vu que Joël Muller disait que c'était le match contre Cannes, qui avait aussi été décisif, où vous prenez le but dans le temps additionnel. Ouais, on prend le but à la fin. Égalisation 1-1. Ouais, c'est ça. On perd 2 points sur ce coup-là. Et le match de Cannes nous fait mal, je me souviens. Le match de Cannes. Mais après, on reste quand même au contact. On est quand même... Après, il fallait faire le job contre Lens, mais malheureusement, on perd. Mais le match de Cannes, je crois qu'il est juste avant Lens. Je crois que c'est la 28e journée ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, c'est un coup de moins bien à Cannes et on se retrouve... à casser un petit peu la dynamique et après on se dit il faut battre Lyon aussi dernier match. Il y a les 4 derniers matchs que vous devez gagner et vous battez Guingamp, Nantes, Toulouse. C'est ça.
Et vous battez Lyon, encore un but de Bruno Rodriguez. C'était une grosse équipe. Oui, équipe. Et à domicile en plus. On bat Lyon, et puis là on a ce bruit dans la tribune là, qui nous fait croire que c'est bon. Que Lens ils sont match nul ou qu'ils perdent, et que c'est bon pour nous, quoi. Et on se rend compte qu'à la fin, en fait, c'était un bruit qui était pas... La déception, quoi. Ouais, c'était pas dans notre sens. Et finalement, on perd le titre. Alors qu'en plus, je crois qu'à Lens, c'est Lachor qui marque, qui a jamais mis un but de sa vie, qui met son premier but, qui gagne à Auxerre, parce qu'Auxerre, c'était pas mal, c'était une grosse équipe aussi. Et Lens qui gagne à Auxerre 1-0, but de Lachor, quart d'heure de la fin, quelque chose comme ça. Et puis voilà, le titre s'envole. Il y a quand même eu une belle fête. Ah, il y a eu une très très belle fête. Moi je me souviens, il y a eu la Coupe du Monde après, juste après, la finale de la Coupe du Monde. J'ai trouvé qu'il y avait eu plus d'ambiance pour la fête du FC Metz. Après le fameux match de championnat, où on a défilé dans la rue, dans le camion, alors que c'est le président Carlo Molinari qui conduisait son camion, le camion Ben là. Ah oui. Ça c'est un truc exceptionnel, mais il y avait un monde de dingue. Et quand j'étais encore à Metz l'été, puisqu'on a eu les vacances, mais la Coupe du Monde, on était sur Metz. Il y a eu beaucoup d'ambiance aussi, il y a eu beaucoup d'ambiance, mais l'ambiance du championnat, la perte du championnat, malheureusement, a fait plus de bruit, je pense, que le 98 équipe de France. À Metz, je parle. À ce point-là. Après, oui. C'était impressionnant. L'attachement aussi au club. Ils avaient mis ils avaient mis des plaques avec le nom des joueurs du FC Metz à la place des plaques de rue dans le centre-ville. Donc T'en avais une alors? Ouais, j'en avais une. Ouais. C'était quelle rue, tu te rappelles? Non, je me souviens plus où elle était, mais ils avaient mis des plaques, les décorations, les gens, c'était incroyable. Et tu parlais de beaux jeux aussi tout à l'heure, les talonnades et tout ça, c'était aussi un jeu assez spectaculaire, un 4-4-2, C'était offensif, ça jouait bien. En fait, on se connaissait les yeux fermés. Je veux dire, il y avait Danny Beaufin qui prenait les espaces, qui était toujours en mouvement, Robert Pires de l'autre côté, Lukic, Rodriguez, donc en attaque. C'était, on se trouvait les yeux fermés. Jocelyn Blanchard au milieu de terrain. Derrière on avait la garde rapprochée avec Sylvain Castendutch, Gaillot, Pascal Pierre, Rigobert Song. Il fallait se lever de bonne heure pour... c'était... c'est une grosse défense. Et Danny Beaufin, c'est toi qui a trouvé le surnom, non? La mobilette. Ah ouais, c'est sûr. Parce qu'à chaque fois, je disais, bon, aujourd'hui, je démarre la mobilette. C'était... c'est un mec extraordinaire aussi. C'était un gamin. Malgré ses 32 ans, c'était... mais voilà, c'était du jeu, du spectaculaire, mais de efficace. Et on savait qu'on allait marquer de partout, où on allait jouer. C'est fou ça. Il y a des saisons comme ça où vous sentez que l'arbitre il donne le coup d'envoi, mais on sait qu'on va marquer. Voilà. C'est pas si on va marquer au début, à la fin, au milieu, mais voilà. On paniquait jamais, on était serein. On a eu des matchs très 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 difficiles, très compliqués, mais on a fait une grosse saison. Et malheureusement, c'est à partir de cette période-là que les résultats commencent à décliner. C'est là que j'ai découvert le public messin. Exceptionnel. Parce que moi, j'avais connu, comme je vous dis tout à l'heure, connu Marseille, Bordeaux, Lens. Et là, je me retrouve, même Sion, parce que un degré moins, parce que c'était un stade de 25 000 places. Mais quand je suis arrivé à Metz, je ne croyais pas mes yeux. À un moment donné, je me dis, mais c'est la folie. Le stade était plein à chaque fois. Alors, pour avoir des places, il fallait se lever tôt. Parce qu'on allait un peu voir dans les bureaux, on peut avoir une invitation, 2 invitations en plus. C'était compliqué. Mais l'ambiance, génial. Et là, on se dit, c'est un public football. C'est une ville de foot. C'est pour ça que quand j'entends dire oui, Metz, première division, deuxième, font l'ascenseur et tout, et comme tu disais tout à l'heure, les jeunes ont connu Metz en deuxième division beaucoup plus qu'en première, mais Metz, c'est un club de Ligue 1. C'est un club de D1, de Ligue 1, de foot, vrai. Et on le voit, d'ailleurs, le public répond toujours présent. Et depuis cette époque-là, moi, je m'en lasse pas. Il y avait du guichet fermé, c'était fabuleux. Fabuleux. Et la deuxième année, donc on fait une finale au Stade de France. Et là, il y a déjà les matchs de Coupe d'Europe. Déjà la première saison. On va pas la sauter cette séance. Ah mais quand même, Metz Coupe d'Europe, c'est quand même une belle expérience. Oui. Il y a la première saison que vous perdez contre Karlsruhe, je crois, et là surtout la deuxième saison, c'est Helsinki. Non, c'est la fin de la première saison où on fait la préliminaire Ligue des Champions. Mais je parlais au début de la première, il y avait Karlsruhe où vous perdez contre. C'est ça. Et du coup, puis Danny Beaufin, il vient me voir en début de saison, il me dit, Fred, avec son accent, il me dit, Fred, je te promets, on va aller au Stade de France. Et là, on avait quand même perdu Robert Pires à l'Olympique de Marseille.
Rigobert Song à Salernitana en Italie, Jocelyn Blanchard à la Juve. Et puis Cyril Serrazum aussi, je crois qu'il est parti. Qui était parti. Ouais, donc on perd quand même 4 joueurs. Et là, on se dit, ça va être dur de les remplacer, quoi. Ils étaient déjà partis pour Helsinki ? Ils étaient partis. Ouais, ils étaient partis. Ah ouais, ils étaient partis. Vous perdez au final, vous faites on fait, 1-0 au match retour, 1-1 au match aller. C'est ça. Et c'était comment ça, du coup, la Coupe d'Europe ? Là, c'était très compliqué parce qu'on va jouer là-bas, on joue l'après-midi. On a l'impression que c'est un match amical, il doit y avoir quoi, 10 000, même pas 10 000 personnes, même pas, même beaucoup moins. Match piège. Et on se dit, bon, on va essayer de remercier la tendance au match retour et ça devrait le faire, quoi. Tu t'étais accroché avec le gardien au match aller, je crois, quand t'as marqué le penalty, non ? Tu reprends le ballon, je crois que tu ouais, mais je sais plus si c'est contre Helsinki, je suis pas sûr. Ah oui ? Je m'en rappelle plus. Ouais, il me semble d'avoir vu contre Helsinki. Je sais pas si c'était eux, mais bon. D'ailleurs, on mène 1-0, donc sur les 2 matchs, on revient à égalité, puis après, à la fin, je crois qu'on prend un but. On prend un but un peu foireux, et on fait 1-1, on se fait éliminer. Là, c'est la catastrophe. Mais tu t'y voyais déjà ? On s'y voyait, on espérait y être, parce que c'est faire de la Ligue des Champions. C'était donc bien sûr la préliminaire, mais d'intégrer les groupes de Ligue des Champions, c'était quelque chose. Enfin, pas les groupes à l'époque, c'était des matchs aller-retour. Et malheureusement, ça a été la grosse déception. Malgré ça, il a fallu faire une saison. On a fait une saison correcte. On accroche une finale donc, au Stade de France contre Lens. Et comme je vous dis, Danny Beaufin m'avait dit, je te promets, on va aller en finale et tout. Je dis, arrête-toi, le Stade de France. En plus, il venait de se terminer l'année d'avant. Il y avait une finale et c'était la deuxième, je crois. Et puis on se retrouve en finale et on prend ce but contre Lens, un but que Moreira, il aurait pu essayer 100 fois et il en mis qu'une fois. Et c'est comme ça, c'est le football, ouais, il est carrément excentré. Je me dis, il va pas marquer là. Puis là, il joue Lionel Kéloubé. Je dis, ah non. Et puis voilà, on perd. Et là, c'est pareil. Le nombre de Messins qu'il y avait au Stade de France. Alors qu'à l'époque, on parlait beaucoup du Racing Club de Lens, de ses supporters, mais il n'y avait rien à envier. Je veux dire, les supporters messins sont montés à Paris c'était énorme. On le voit, même en Ligue 2, t'as quasiment 20 000 personnes c'est ça, régulièrement. C'est ça. Donc c'est que, exactement. imagine si t'es ton lien, et imagine si tu veux la Coupe d'Europe, là, ça serait un truc de fou. C'est incroyable. Ça serait un truc de fou. J'ai vu une stat qui était marrante, j'ai vu ça passer sur Twitter, c'était un classement des joueurs qui ont reçu le plus de cartons rouges carton rouge dans le championnat de France. T'étais pas trop mal, je crois que t'as pris 7 cartons rouges. Non. T'es sûr de ça ? Non, là tu as dû regarder, tu as dû confondre avec Cyril Roll. Non, j'ai pas pris 7 cartons rouges. Ah oui ? Non. Ah, j'aurais non, ça c'est des fausses statistiques. Non, j'ai dû en mais prendre peut-être. T'avais du caractère quand même sur le terrain. Oui, mais c'est. Après, le caractère, c'est. Voilà, on se laisse pas marcher dessus. Moi, j'ai eu tellement de. En fait, j'ai connu des joueurs, techniciens, milieu de terrain, numéro 10, qui se faisaient marcher dessus et qui pouvaient pas s'exprimer, c'est-à-dire qui étaient super doués. Mais à l'arrivée, on entendait dire, les journalistes ou quoi, on dit ouais, c'est dommage, il avait des qualités, mais il a pas fait la carrière qu'il. Mais ça, moi, je l'ai capté tout de suite. Je veux dire, je voulais pas me laisser faire. À l'époque, tactiquement, je sais pas si les gens se rappellent, mais les plus anciens, oui, c'était du marquage individuel sur le numéro 10. C'est-à-dire que moi, j'entendais l'entraîneur en face, je veux pas le voir, tu t'occupes de lui. À partir du moment où tu t'occupes de lui, il n'aura pas d'influence sur le jeu. Et ça, c'est depuis le départ. Alors, j'allais pas me laisser faire. Moi, un mec qui me mettait un bon pain par derrière ou quoi que ce soit, je me tournais, je lui disais, écoute, j'étais à la bonne école avec Bernard Zigné. Parce que Bernard, quand il se prenait un tacle, il retombait sur le type et il faisait, il montrait bien qu'il y avait les crampons et qu'il fallait venir une fois, pas 2 fois. Mais tout ça, c'est important parce que de voir les autres faire, à un moment donné, je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, on se fait bouger à tous les matchs, façon de parler, mais on se fait monter dessus, et puis après, obligatoirement, on baisse d'un cran et on a peur. Mais il fallait pas être comme ça. Alors c'est sûr, j'avais le numéro 10, je me laissais pas faire. Donc c'était pas compatible. C'était pas compatible. Donc ça m'a peut-être coûté l'équipe de France, je pense. Et après, il y en a eu d'autres, qui étaient comme et peut-être plus réactifs que moi, comme Zinedine Zidane, qui a réagi plusieurs fois, que son championnat, l'équipe de France. Voilà, il y a eu. Mais parce qu'à l'époque, on n'était pas comme maintenant, aidé par les arbitres à ce niveau-là. C'est-à-dire, ça rentrait dedans. C'était là aujourd'hui, quand je vois des joueurs, moi je prenais l'exemple de Neymar parce que ça me faisait sourire. Mais un Neymar à notre époque, il n'aurait pas joué un match. Lui, il aurait fait un match sur 10. Parce qu'aujourd'hui, ils se font marcher sur le pied, ils restent par terre et tout. Mais à l'époque, c'était. Des fois, c'était des boucheries, les matchs. Parce que c'était comme ça, du marquage individuel. Alors, on en rit maintenant, parce que quand je vois des anciens, on en discute.
J'avais rencontré l'ancien d'Auxerre qui joue en 6, Guerrero, et qui me dit oh, t'étais infernal, il fallait prendre au marquage de partout et tout, il fallait pas te lâcher. Mais il savait que j'avais du répondant. Et en même temps, il fallait jouer, organiser le jeu, être efficace. C'était très très dur, très très dur. Mais c'était un challenge qui me plaisait bien. Voilà, c'était pour ça que j'avais mon caractère, je me laissais pas faire. Ah, t'aimais bien aller au. Bah, il fallait être costaud parce que sinon on se faisait bouger. Ouais. Ouais, c'est ça. Je parlais de Coupe d'Europe, il y a aussi la Coupe Intertoto avec Metz quand même. Oui. Contre West Ham d'ailleurs. Ouais, contre West Ham. Finale perdue contre West Ham. Ouais. C'était comment la petite aventure européenne là, encore? Ah ben c'est toujours intéressant, hein, c'est toujours bien. C'est une dizaine de matchs, ouais. Ouais, on avait des matchs sympas à jouer et il fallait être présent parce que plus on joue de matchs, mieux c'est. C'est-à-dire là j'entends dire des fois ouais il y a 2 matchs par semaine, mais c'est très bien. Après, c'est la récupération qui est importante. Quand vous avez fini le match, c'est sûr que si vous allez faire les courses, vous êtes en ville, vous allez faire... Non, il faut se reposer, et c'est normal. Ça fait partie du job de la récupération autant que les entraînements. C'est aussi important. C'était aussi important pour moi. Donc, bien sûr, on sortait de temps en temps après les matchs, mais après le match. Après, c'était basta. Et quand il y avait un match tous les 3 jours, c'était même pas la peine de sortir. C'était voilà, on restait chez nous, repos, et voilà, la récupération est tellement importante. Et là, on faisait des matchs intertoto, des matchs de championnat, ça nous convenait bien. Parce qu'on avait un entraîneur aussi qui s'y prêtait bien. Joël Muller, il était réceptif, il savait très bien que la récup était importante. Donc, il nous faisait confiance aussi, et puis il faisait les entraînements qui étaient appropriés. Et ça, c'est important, que l'entraîneur connaisse son groupe, connaisse ses joueurs par cœur. Et tu gardes quel souvenir de la finale contre West Ham? Ah, c'est toujours des très bons souvenirs, c'est pareil, la déception. Malgré la défaite. Ouais, malgré la défaite. Mais voilà, c'était une bonne expérience, on se retrouvait là. Qui aurait misé sur Metz à un moment donné? Pas grand monde, mais on avait une équipe qui était intéressante et performante, c'est ce qu'il faut retenir. C'est pour ça que ça a peut-être beaucoup marqué les gens. Cette période-là a beaucoup marqué le public, parce qu'on nous en parle encore, c'est ça qui est incroyable. Parce qu'après, oui, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, c'est là où ça commence à décliner, 10e, 11e, 12e, ce qui reste quand même des bons classements. Et il y a surtout cette 17e place sur 18 en 2022, donc c'est là que vous descendez. Et toi, c'est là où tu pars aussi, malgré le fait que tu sois très attaché au club, c'est la fin de ton aventure à Metz aussi. T'aurais aimé rester malgré la descente, c'était pas possible? Oui, moi j'aurais discuté pour rester, c'était pas un problème, mais après ça a été vu différemment au niveau du club et surtout du nouvel entraîneur qui est arrivé, Jean Fernandez. Donc à partir du moment où l'entraîneur a fait un blocage sur... il était particulier, après on n'aime pas, je l'ai pas beaucoup connu, mais pour le peu que j'ai connu... Voilà, il aimait pas que des joueurs lui fassent de l'ombre, je pense, à l'époque. Donc, c'est sûr que médiatiquement, j'avais pas m'effacer toutes les années passées. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Le club n'a pas souhaité me conserver. Et puis, je me suis retrouvé tout seul sur un terrain à courir du jour au lendemain. Ça a été le plus compliqué. Ouais. Ça a été le plus compliqué. Bon, après... Après, on tourne la page et puis on se dit ça se passera peut-être ailleurs ou j'arrêterai, je sais pas. Et ça reste le club qui t'a le plus marqué, Metz, quand même? Ouais, ça reste un des clubs qui m'a le plus marqué, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Parce que j'y ai vécu de très bons moments. Le stade Saint-Symphorien en furie, c'était quelque chose. Après, c'est vrai qu'au fil des ans, on sentait que au niveau du recrutement, c'était de plus en plus dur. Pourtant, on a eu des joueurs, Farid Mondragon, on a eu des très bons joueurs qui sont passés. Mais après, on a eu des joueurs aussi un peu énigmatiques, comme Skachenko, des joueurs qui... Mais pas au niveau de ceux qui étaient partis. Ouais, c'était pas au niveau de ceux qui étaient partis. Ça, c'était loin d'être au niveau, mais bon, il y a eu des joueurs où il y a eu des déceptions, mais voilà, c'était des arrivées. Il y avait eu Gérald Batic, il y a eu quand même de bons joueurs qui sont venus. Et on a essayé de tenir la baraque jusque le plus longtemps possible. Mais je crois que l'année où on descend, c'est quand ils passent le championnat à 18 clubs en plus. Ouais, comme par hasard. Donc ça s'est fait en plus brutalement, ça a été décidé très tardivement. Mais voilà, c'était un peu la déception, mais bon, c'est comme ça.
Et t'as failli pas arrêter d'ailleurs, parce qu'au final tu finis ta carrière à Metz, mais j'ai vu qu'il y avait Ajaccio qui était sur toi. Et il y a aussi ce transfert avorté. Ouais, je suis parti aux États-Unis, donc j'avais Ajaccio. Alors je suis parti aux États-Unis pour faire un essai avec les New York MetroStars à l'époque. Et puis je devais signer 2 ans. Et en fait, c'est quand il y a eu, à l'époque, c'était la guerre en Irak. Et le président de la République, Jacques Chirac, ne voulait pas s'engager avec les Américains sur la guerre en Irak. Donc du coup, il y a un petit peu de friction entre les États-Unis et la France. Et le président de New York MetroStars, un jour me convoque, parce que j'étais là-bas depuis 2 mois à l'entraînement. Et il me dit, écoute, de faire signer un joueur français à cette période-là, c'est peut-être pas la meilleure solution. On va attendre un petit peu, 1 mois, que ça se calme. Je dis, à ce moment-là, je rentre un peu en France, parce que ça faisait 2 mois que j'étais là-haut. Il me dit, voilà, et puis on se revoit dans 1 mois, 2 mois, pour signer le contrat. Et en fait, ça s'est jamais calmé, ça s'est empiré en Irak. Et du coup, je dis, écoutez, c'est pas grave, je viens pas. C'est pas un regret ça d'arrêter? Ouais, c'est un regret. Parce que tu fais un stage avec l'équipe, tu restes 2 mois. J'ai 34 ans et demi, je suis bien, je me sens bien, je fume pas, je bois pas, je me sens nickel. Et puis tu te projettes aussi, tu fais le stage, enfin tu vois, tu commences à t'acclimater à l'équipe. En plus, j'allais souvent aux États-Unis en vacances, donc je me suis dit, c'est le bon compromis. Et puis là, il y a Roland Courbis qui était à Ajaccio, qui sait que je signe pas aux États-Unis et qui me propose de venir à Ajaccio. Et c'était pas, c'était pas une bonne chose. Ouais, tu le sentais pas. Ouais, non, il y avait le soleil. Ouais, non, mais c'est pas tout. Le soleil, ça fait pas tout. Et du coup, ils ont pris Bernard Diomède à la place. Ouais. Et puis après, je suis reparti faire un essai avec une équipe de Dallas. Ah, donc t'es retourné. Ouais. Puis là, après, c'était, après, je dis j'arrête parce que là, c'était. Je suis même allé en Chine faire un essai. Où ça? Pas grand monde qui le sait, mais je suis allé en Chine. Alors, je suis allé à Kunming, c'est une ville qui est vers l'Himalaya, là-bas. Et si je vous raconte, c'est à mourir de rire parce que j'ai fait un essai comme un gamin qui fait une détection. Il y avait, je vais pas vous dire de bêtises, il y avait peut-être 200 joueurs. Et ils ont fait déjà la carrière derrière. Mais voilà. Et il y avait des terrains à perte de vue. Et c'était les Chinois à l'époque. Il y avait, je crois que, il y avait. L'entraîneur, l'entraîneur qui a entraîné le Cameroun. Voilà. Ça y est. Claude Leroy. Claude Leroy qui était en Chine. Et j'apprends ça, donc je vais faire l'essai, tout ça. Puis j'ai les agents français qui me disent, on ne sait pas comment ça va se passer. Effectivement, j'ai bien vu qu'il y avait 200 joueurs, il y avait des équipes de partout. Et au fur et à mesure, ils éliminaient. Il y avait des matchs, des moitiés de matchs, et ils éliminaient. Et puis à la fin, on reste sur une équipe complète qui joue contre une équipe chinoise. Et là, ils me donnent les maillots et tout. Et puis il y avait l'ancien joueur qui a joué à l'OM, Temim, un Tunisien, qui avait joué en Ligue 2 à l'OM, je crois. Et puis il me dit, ils vont te prendre et tout, avec les matchs que tu as fait. Il m'a dit, ils vont te prendre, c'est sûr. Tu te dis quoi, toi, sur le moment? Tu te dis, attends, j'ai joué en Ligue 1 et je fais une détection. Après, on est là-bas, donc on s'est dit, ça va, il n'y a personne qui me connaît. je fais mon essai. Mais c'est dingue, comme un centre de vacances, quoi, un truc avec les hôtels et tout. Bon. Et puis, je fais mon match, et puis à la fin, il me dit, ils prennent un seul joueur. Il paraît qu'ils prennent qu'un seul joueur. Moi, je me dis, sur tout le monde, ils prennent qu'un seul joueur. Et il y avait des joueurs. Il y avait des Allemands et des Anglais aussi, qui avaient joué en première ligue et tout. Putain. Et puis j'apprends que c'est moi qui me garde. Puis finalement, je dis, je suis venu faire un essai. Après, il faut voir dans quel club je vais aller, parce qu'il y avait plusieurs clubs à Pékin, à Shanghai et tout ça. Et j'espérais qu'il y avait une opportunité avec Claude Leroy. Et puis après, les agents, donc je leur dis, on fait comment, ça se passe comment? Donc je reste 2 jours de plus, parce que ça faisait déjà 8 jours que j'étais là-bas, parce qu'il fallait faire les matchs tous les jours. Comme les gamins, des tests. Incroyable. Des tests physiques et tout. Et puis je rentre en France, et là les agents ils m'appellent une fois, après ils ne m'appellent plus, je dis, je sens pas l'affaire. Et puis en fait j'ai appris, mais 5 ans, 6 ans après, que les agents ils étaient trop gourmands en fait. Ouais. Et que ça s'est pas fait à cause de ça. Comme d'hab. Voilà, les 2 agents de Paris. Et puis après voilà, j'avais arrêté, et puis ça s'est terminé. Bon, après je m'étais préparé en fait depuis quand je suis arrivé à Metz, quand on a commencé à faire des belles saisons et tout. Au fil du temps, je me disais, j'ai 30 ans. Après 30, tout ce qui arrive après 30 ans, c'est bonus. Et je vais tout donner, je vais tout faire pour aller le plus loin possible. Et
et d'avoir le moins de blessures possible, parce que j'ai rarement été blessé. Ça aussi, j'ai eu de la chance. Bon, la chance, c'est aussi l'hygiène de vie. Le sérieux, l'hygiène de vie. Mais ça, c'était très important, parce que je m'étais fait une fixation là-dessus, de faire très attention. Et voilà, j'ai arrêté à 34 ans et demi. Et puis je me dis que je suis satisfait de ma carrière. Et alors c'est sûr, les gens me disent ouais, il manque quand même un petit truc, c'est l'équipe de France. Mais après, l'équipe de France... T'en as parlé tout à l'heure, tu penses que tu l'as raté à cause de ton caractère ? Entre autres. Mais l'équipe de France, on peut en parler, hein, c'est plus comme maintenant. Avant, l'équipe de France, il y avait un noyau dur. Il y avait l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, Bordeaux. Voilà, il y avait des joueurs de certains clubs, ou Nantes, quand ils tournaient fort, il y avait le noyau. Et après, ils prenaient un joueur par-ci, par-là. Quand j'étais à Lens, c'est Pierre Lègle, qui avait été sélectionné à l'équipe de France. Très bon joueur. Pierre Lègle, gaucher, comme moi, sur le côté. Mais j'aurais pu. Mais j'étais pas... Voilà, je pense qu'il voulait faire plaisir. C'était comme ça. Je le vois comme ça. Ensuite, je suis arrivé à Metz, c'était Robert. Il y a eu Robert. Donc voilà, après, c'est tous des... On me dit j'aurais pu. Même une fois, j'ai fait un match pour ELA, pour la fondation de Zinedine Zidane. Lui, il pensait que j'avais été sélectionné à l'équipe de France. Alors que c'était la période où lui est arrivé après. Voilà. Mais il y avait ce passage avant où il y avait Pedros, Corentin Martins, il y avait possibilité. Ouais, quand on ne plaît pas ou quand... voilà, il faut avoir la validation du sélectionneur, et ce n'était pas le cas à l'époque. Je crois qu'il y a eu Michel Platini, il y a eu Aimé Jacquet. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on ne revient pas en arrière, mais bon. L'équipe de France, t'étais pas loin. Ligue des Champions, pas loin. Avec Marseille aussi, t'étais parti juste avant. Je suis parti juste avant. Metz, on se fait éliminer à... Lens, il y a une Coupe de la Ligue, je crois, en 94 qui prennent Lens aussi, quand ou c'est plus tard. Lens, on fait des Coupes d'Europe tous les ans. Ouais. Tous les ans, mais c'était l'ancienne Coupe de la Ligue. Oui. L'ancienne Coupe de la Ligue. Cette deuxième place avec Metz, premier ex-aequo. Premier ex-aequo. Mais bon, je regarde, quand même, le palmarès est quand même sympa. Hein, champion de France, champion de Suisse, le doublé. Vice-champion de France avec Bordeaux, avec Marseille, avec Metz. Il y a la Coupe de la Ligue avec Metz quand même, finaliste en 99. J'ai vu aussi qu'en 2009, t'avais rejoint un petit peu, non ? Alors en 2009, Union Athlétique Valétoise, c'est quoi cette c'est histoire, le club qui était en... Avec les copains ? Ouais, c'était mon beau-frère qui jouait en amateur, et enfin en CFA, et qui était gardien de but, et Luigi Alfano, l'ancien du Sporting de Toulon, et qui était entraîneur, et qui m'avait dit « Ouais, viens nous donner un coup de main. On est dernier, il nous reste quelques matchs pour nous sauver. » Et puis j'avais commencé à prendre un peu du poids et tout déjà. J'ai dit oh là là, ça a été très très compliqué physiquement. J'ai souffert, j'arrivais plus à monter les escaliers, un truc de dingue. Et pour leur faire plaisir, j'ai repris. Et on arrive à se maintenir. C'est-à-dire qu'à quelques journées de la fin, on se maintient au goal average. C'était en quel niveau ça ? C'était CFA. CFA. Ah oui, quand même. Ouais, CFA. Ah. Et là, c'était dur. Parce que là, j'avais 40 de passé, quoi. Et du coup, on se maintient. Et là, je me suis dit, j'ai fait les efforts physiquement de reprendre et tout. Je vais quand même refaire une saison parce qu'ils me demandent. Je vais refaire une saison. Et j'ai refait une saison. On finit 4e, 5e. Et là, j'étais bien, j'étais en canne et tout. Mais bon, après, j'ai dit, j'ai autre chose à faire que de continuer à jouer. Je m'occupais de mon fils, de mes enfants et tout. Maintenant, tu t'occupes du club aussi à Toulon, président. Du club à Toulon. Au début, tu coachais les jeunes. Maintenant, tu es président. Au début, j'avais pris une équipe. Je coachais même 2 équipes. J'ai aidé le club. Il n'y a pas de seniors, j'ai vu d'ailleurs. C'est que des jeunes. Comment ça se fait En fait, c'est un club il y a que des jeunes, de U6 à U19. Et c'est le club qui est en partenariat avec le Festival international Espoir de Toulon. Ok. Voilà, c'est le président, c'était le même que celui du club. Et donc, du coup, nous, quand on était gamin, on allait faire ramasseur de balles de l'équipe de France au stade Mayol, au stade de rencontre à Toulon. Quand il y avait l'Argentine, le Brésil. Le tournoi de Toulon, c'est ça. Toulon. Ouais. Voilà, c'est ça. Les allers-retours aussi maintenant pour jouer en vétéran à Metz aussi. Ouais, je fais des allers-retours de temps en temps. Donc tu t'as rechaussé quand même les crampons, tu vois. Ouais, j'ai rechaussé les crampons. De temps en temps. C'est pareil, là, il y a eu le choc thermique, là, j'ai joué dimanche. T'as dit les gars, moi je suis là de septembre à mi-novembre, après vous m'oubliez. 1 degré. Non, parce que je monte voir mon fils là, qui est en National 3 avec l'équipe réserve. Qui est né aux États-Unis d'ailleurs. Qui est né aux États-Unis. Ça te rappelle un peu ton amour pour les States. Ouais, mais c'était la période où je suis allé faire les essais. Et du coup, il est né là-bas. Mais effectivement, là, on a joué dimanche avec les anciens. Bon, 1 degré. Ça m'a rappelé les matchs de Coupe d'Europe à l'époque où on allait jouer
Les pays nordiques. Des matchs dans les pays nordiques où manches courtes parce que je supportais pas les manches longues. Et short, voilà, ça m'a... Pas de manches longues. Toujours le 10 à Metz et à Lens d'ailleurs. Le Très 10. rare, très 10, rare. t'y tenais ça? Non, c'était Même pas. naturellement. Naturel. Ouais, ça venait naturellement. Et toujours les cheveux longs aussi. Ben, ça, c'est toujours été. Ça, c'est quand j'ai eu ma période de service militaire où. Ah, t'avais dû. Obligé. J'ai pas vu de photo de ça. Bâton jamais. Je T'en dois as pas- en avoir. Oh, putain, t'aurais dû m'envoyer, on aurait montré. Je la rajouterai au montage sinon. Ouais, donc ton fils avec l'équipe réserve. Est-ce que tu penses que c'est dur quand même pour lui de passer après toi? C'est toujours dur les fils d'anciens joueurs. C'est dur, oui, bien sûr, c'est dur d'être fils d'eux. Après, c'est vrai que. Après, il a fait un test, il a été pris, Ouais, il a pas été parachuté. Voilà, on m'a appelé, on m'a demandé de le monter, faire un essai. Ça a été concluant, on m'a dit on le conserve et tout. Mais après, ce qui est difficile, c'est vrai que c'est difficile. Il faut avoir la confiance au niveau des formateurs, des coachs. C'est tout un travail. Après, il y a quand même pas mal de pros qui redescendent jouer en réserve. Donc, il y a tout ça qui fait que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais comme je dis, il faut travailler, il faut pas lâcher, il faut prendre tout ce qui t'apprend, s'informer. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la progression, mais moi, quand je reviens à mes débuts, je me dis que peut-être que ce qui m'a le plus aidé, c'est de voir, de regarder, d'observer. Parce que je vous dis, c'est pas parce que Bernard est passé sur l'émission la dernière fois, de voir des joueurs comme ça, gauchers, un peu attaquants, un peu milieu de terrain, organisateurs, qui décrochent, qui marquent des buts, ça court pas les rues. Et ça, tout de suite, on s'identifie à ce genre de joueur. Alors s'il avait été droitier, j'aurais peut-être pas regardé de la même façon, mais voilà, gaucher. J'ai eu la chance après, quand Bernard est parti, de côtoyer un Klaus Salofs, qui était exceptionnel, international allemand, qui a fait les beaux jours de l'OM et qui a fait progresser Jean-Pierre Papin d'une force incroyable. On a tendance à l'oublier, mais Klaus Salofs, c'était un phénomène. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de jouer avec Alain Giresse. Et là, c'est... Voilà, Klaus Salofs, Alain Giresse, je me dis... Un petit mix des deux joueurs, et voilà. Et puis on a Fred Mérieux. Et puis voilà, et puis moi, il y a le caractère en plus, alors... c'est différent. Et j'ai pas dû assez t'observer alors, parce que moi je suis gaucher aussi, mais après je suis pas né à la bonne époque. Peut-être que j'aurais fait une meilleure carrière que ma modeste carrière. Ouais, mais non, mais comme quoi, c'est important de oui, regarder. C'est important de regarder, de voir un petit peu pourquoi on en rigole, parce que souvent, même Greg Proman, je crois qui a fait l'émission aussi. Oui, aussi. Greg Proman qui me fait rire, parce qu'à chaque fois qu'on en parle et qu'il parle avec il me disait quand je suis arrivé chez les pros, le ballon est arrivé, tac, 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 il est arrivé, le ballon est parti de l'autre côté. On sait pas comment tu faisais. C'est un compliment, mais je me dis que c'était la Vista, c'était tout le temps de s'informer. Alors, le plus dur, c'est de s'informer, de voir où sont placés tes joueurs, mais aussi l'adversaire. C'est ça. Et il faut le photographier tout le match. Et c'est ce qui est difficile dans ce métier, c'est de toujours s'informer, de prendre l'info avant de recevoir le ballon. Alors, je reçois le ballon, où sont mes potes, où sont les adversaires, qu'est-ce que je vais faire, j'anticipe le ballon en profondeur dans les pieds. C'est un tout. C'est un tout. Et ça, c'est pas commun. C'est pas commun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me retrouver dans le football d'aujourd'hui, sauf pour certains joueurs. Et tout de suite, quand on voit un joueur qui sort un peu de l'ordinaire, on se dit, tout de suite, on entend la presse, c'est 40 millions, 50 millions. Pour moi, le football évolue, mais beaucoup de coureurs à pied, pas dans le bon sens. C'est vrai, c'est ce qui ressort beaucoup. Après, moi, je me permets de le dire parce que voilà, mais ça évolue. C'est pas parce que ça évolue qu'on peut dire ça évolue dans le bon sens. J'ai vu qu'en 2022, SoFoot avait fait un classement des 1000 meilleurs joueurs de l'histoire du championnat de France. Et ils t'ont mis 284e. Est-ce que tu le savais, ça? Pas du tout. Pas mal, hein? Ah ouais. Sur 1000? Ouais. Un peu comme en Chine, là-bas. Sur 1000, ça me rappelle la Chine. Non, mais sur 1000, c'est pas mal. Surtout que, bon, si on prend tous les joueurs, il y en a plus de 1000. Là, c'est les 1000 premiers, mais... Le FC Metz, je sais que tu continues à suivre. Tu crois qu'on arrivera encore à tirer une grosse équipe comme à ton époque, beaucoup de joueurs qui restent 3, 4, 5 ans? C'est quelque chose qu'on pourra revoir, tu penses? C'est de plus en plus compliqué. Financièrement. Tout à l'heure, financièrement, puis bon, la mort du maillot, tout ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça existe, mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. C'est difficile de dire non quand il y a des sollicitations de d'autres clubs. On prend l'exemple de Mathieu Hudol. Il est resté. Mais il a failli partir. Il a failli partir, mais ça se comprend parce qu'il y a les appels d'autres clubs, il y a les propositions financières, sportives. Ligue 1. Voilà, donc Ligue 1, tout ça c'est important. Il a réussi à garder la tête sur les épaules et à faire son choix de rester, mais je pense que ça a dû prendre du temps au FC Metz
dans des discussions peut-être interminables pour pouvoir le conserver. Mais là, je pense que c'est très important de pouvoir avoir des joueurs comme ça. Et autour, d'aider le président à monter un groupe qui, je pense, pourrait accéder à la Ligue 1 et y rester. Mais c'est beaucoup de travail, je pense. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les grosses multinationales, les grosses boîtes qui arrivent avec les millions, les milliards. Lui, c'est lui. Et après, il essaye de faire du mieux possible. Et je pense que c'est quand même du bon boulot. Après, voilà, son entourage est très important. C'est important de consolider le club et de travailler pour en faire redevenir le FC Metz ce qu'il mérite. Bon, Bernard, il était là la semaine dernière. Fred, merci d'être venu à mon micro. Quant à vous, comme d'habitude, laissez un commentaire pour faire vivre la vidéo. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis quels souvenirs vous gardez de notre Fred Mérieux national et local. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un réel plaisir. Allez, Metz, ciao.